C'est bon? Tout le monde est là? Oui, Très bien. tout le monde est Très bien, là. marhaba bikom. Bonjour tout le monde. Je suis ravie un petit peu d'être avec vous aujourd'hui, d'échanger autour d'un sujet qui nous intéresse tous, donc un petit peu comment dynamiser l'écosystème d'innovation en Tunisie et un petit peu appuyer les startups et les PME à être innovantes. Donc, je voudrais d'abord remercier Red Start Tunisie et Douja Gharbi pour le choix du sujet, la féliciter un petit peu pour l'inauguration aujourd'hui du projet Red Innov. Je suis sûre et certaine qu'avec toute l'énergie de Douja qui va être un projet et un levier dynamisant de cet écosystème d'innovation. Donc aujourd'hui, on est ravis d'avoir avec nous des speakers qui sont experts en matière d'innovation, de stratégie d'entreprise et entrepreneuriale. Donc, euh, bienvenue à Clara Guilhem, la chef projet à Innovi, un projet qui est financé par Expertise France et qui aussi a vocation à appuyer les startups innovantes. Arnaud Bourmeta, donc le CEO de Red Start France, Soumaya Benbaya donc de Smart Capital et qui est en charge aussi de construire, de booster ou de construire cet écosystème. Donc, l'écosystème, et Inès Bouharb, la Managing Director de EBDA, et la fondatrice avec Excelia Capital Humain, non, avec Inès, moi je la connais sous cette casquette. Femer Kahamden, donc le monsieur crowdfunding en Tunisie, il est le président de la FPM, donc la finance participative Afrique et Méditerranée, et lui aussi le fondateur et CEO de Afriquity. Et finalement, notre hôte, Douja Gharbi, la fondatrice et la CEO de Red Start Tunisie. Bienvenue à vous tous. Donc, on va essayer un petit peu aujourd'hui de parler d'un sujet qui a été finalement d'actualité de tout temps, mais encore plus aujourd'hui, encore plus aujourd'hui avec tous les changements que rencontrent les entreprises, donc que ce soit au niveau des mesures de lutte contre la crise sanitaire, et toute l'incertitude qui en découle. Donc, si pour certaines entreprises, elles sont plus à la recherche de certaines solutions innovantes pour un petit peu améliorer leur compétitivité, et on a d'autres dans des secteurs qui sont plus sinistrés et qui sont plus en stratégie de survie. Donc, elles jouent un petit peu leur survie et elles sont appelées complètement à penser de nouveaux logiciels, de nouvelles manières de management et de production. Donc, disons un petit peu qu'on va de l'innovation dans un maillon dans l'entreprise à une innovation de rupture. Donc, on va essayer pendant ces 2 petites heures qu'on va passer ensemble, donc de fournir un petit peu des solutions à ces entreprises, parce que finalement, c'est pas simple, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, a priori, l'innovation. Une étude assez récente de McKinsey qui dit que 94 des dirigeants finalement qui ne sont pas satisfaits des performances
de leur entreprise, donc en matière d'innovation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parvenus à avoir l'impact qu'ils attendaient des investissements qu'ils avaient accomplis. Donc finalement, que je pense là, c'est tout l'intérêt des écosystèmes d'innovation qui appuient, qui boostent et qui créent toute une dynamique d'innovation, qui répandent un petit peu cette culture d'innovation. Donc, je cède la parole à Madame Douja Ramli, qui va nous parler un petit peu d'abord de son projet, hein. Et puis, on va essayer de faire 2 tours de table, enfin 2 tours d'écran, là, où on va essayer un petit peu voilà, de réagir sur certaines questions autour de l'écosystème d'entrepreneuriat. Merci beaucoup. À toi la parole, Douja. Merci Sahar, merci d'avoir accepté de modérer ce tour d'écran, comme tu l'as dit, Covid oblige. Je souhaite la bienvenue à tous nos speakers. Merci Clara d'être parmi nous, Femer, Arnaud, bien sûr Soumaya et Inès. Je suis ravie que vous soyez tous autour de la table aujourd'hui. Bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui suivent ce webinaire, qui sont tous d'ailleurs de l'écosystème. Je vois plein de noms d'amis et de collègues avec qui on travaille. Il y a des startups qui sont là aussi, qui sont autour de l'écosystème Red Start Tunisie. Donc, je suis ravie de vous avoir tous autour de la table. Le sujet est très important pour nous. Je pense que l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui et l'écosystème de l'innovation, c'est un sujet très chaud sur lequel on doit travailler tous en Tunisie et on a la même vision qu'on a envie vraiment de mettre en avant l'innovation et l'écosystème startup qui est très dynamique en dehors de tout ce qui se passe, bien entendu, en Tunisie et tout ce qu'on voit dans les médias et dans les news aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que malgré tout, il y a une dynamique exceptionnelle autour de l'innovation, des startups, des PME qui souhaitent innover, des entreprises existantes qui souhaitent innover. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu vraiment la chance et le plaisir d'avoir été sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet Innovi, qui est mis en œuvre par Expertise France et financé par l'Union européenne pour mettre en place ce projet qu'on a appelé Redinov, pour parler encore une fois d'innovation et de Red Start, et que je vais vous présenter vers la fin de ce webinaire. Je vais vous présenter rapidement les axes tout à l'heure, mais en tout cas, c'est dans ce cadre-là qu'on fait ce webinaire aujourd'hui, pour dire qu'on est plein dans cette dynamique d'innovation et de développement de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie, avec nos partenaires en Tunisie, mais aussi nos partenaires ailleurs dans le monde, avec tous nos partenaires en France notamment, mais aussi en Afrique. On a beaucoup de partenaires, beaucoup de gens qui sont autour de nous et qui seront là pour qu'on travaille ensemble sur tout ça. Voilà, je ne vais pas tarder plus que ça. Je voulais juste vous dire merci d'être là et de nous suivre. Et puis voilà, je reviens vers vous avec les questions avec Sahar. Merci Douja. Donc voilà, on va commencer un petit peu parler comment on peut arriver à développer un écosystème d'innovation. Je voudrais commencer avec Arnaud. Vous qui avez déjà un petit peu l'expérience d'un écosystème un petit peu plus développé, disons, en France, et vous avez aussi la chance de connaître les 2 écosystèmes en Tunisie et en France. D'après vous, quels sont les ingrédients, je dirais, indispensables pour faire un écosystème d'innovation mature, entre guillemets? Mais bonjour à tous, ravi d'être avec vous et de pouvoir partager ce qu'on a appris ces dernières années et puis de pouvoir réfléchir ensemble à ces sujets d'écosystème. On parle beaucoup d'écosystème. Pourquoi est-ce qu'on parle tant d'écosystème dans l'innovation et qu'on n'en parle pas ailleurs? C'est que entreprendre, c'est dur. Entreprendre, c'est difficile. Entreprendre, c'est compliqué. Si vous me posez la question, à mon sens, c'est aussi à peu près la plus belle chose que vous pouvez faire parce que c'est ce qui est porteur de sens et voilà, c'est porteur de vos valeurs. Ça vous permet de prendre en main ce que vous avez envie de faire dans la vie et le changement que vous voulez voir dans le monde.
et ça reste difficile. Et personne ne réussit seul. Il ne faut pas écouter les gens qui réécrivent l'histoire. Personne n'a jamais réussi seul, d'autant plus quand on veut faire des choses innovantes, quand on veut développer des projets innovants. Les gens, au mieux, ne vous attendent pas, les bras ouverts, évidemment, pour vous aider. Au pire, ils n'ont pas envie que vous veniez parce qu'en fait, en étant innovant, vous allez marcher sur leur plate-bande. Donc, par définition, le challenge va être difficile. Et c'est pour ça qu'il existe un écosystème, des écosystèmes qui sont là pour aider les projets à émerger et à voir le jour. Ces écosystèmes-là, je vais dire des choses qui paraissent évidentes, et vous allez me dire, en fait, ça fait 4 ans que tu développes un écosystème et c'est tout ce que tu as à nous dire. Oui, mais en fait, ça ne va pas plus loin que ça. Il faut avoir envie de réussir ensemble. Il faut porter les mêmes valeurs. Il faut être capable de parler le même langage pour que l'écosystème fonctionne. C'est pas toujours évident. Il faut être capable de faire fonctionner des gens qui ont des visées finales différentes. Il faut être capable de parler avec des acteurs publics, il faut être capable de parler avec des acteurs privés, avec des acteurs financiers, avec des entrepreneurs. Voilà, il faut être capable de fédérer au sens large des gens qui ne viennent pas du même horizon, qui ne viennent pas du même endroit et qui souvent ne parlent pas le même langage. Mais ce qui fera la réussite d'un écosystème entrepreneurial, c'est le fait d'avoir la même volonté de créer ensemble, de réussir ensemble, de créer une confiance partagée qui va amener des choses à émerger. Peut-être en quelques mots, ce qu'on a vu, nous, ces dernières années, moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat en France, ce que j'ai vu, moi, être des ingrédients pour répondre à la question qui ont fait de cet écosystème un succès et qui, à mon sens, seront des choses qu'il va falloir recréer dans tout écosystème et sur laquelle la Tunisie a entamé le chemin, mais sur lesquels il y a encore des choses à faire et on espère pouvoir, nous, amener notre pierre à l'édifice, c'est que les entrepreneurs doivent jouer leur rôle. Entreprendre, c'est un choix de vie qui est fort. Les gens doivent en porter les responsabilités et on doit parler de ces succès-là. On doit montrer aux gens, au monde, les succès qu'il y a eu pour donner envie aux gens d'entreprendre. Cette culture de la réussite, cette culture de la gagne, cette culture de la réussite ensemble, on doit en parler, on doit donner envie, on doit motiver. Et les entrepreneurs doivent parler, partager leur expérience. C'est eux qui, les premiers, vont être gages du succès des prochains par le partage d'expérience et de leur réussite. Les structures d'accompagnement, c'est dans la professionnalisation des structures d'accompagnement que l'on a réussi à structurer, à industrialiser, à recréer de manière récurrente des méthodologies, des voies qui accompagnaient les jeunes entrepreneurs vers la réussite. Et étant dans ce monde-là, on en mesure aussi notre responsabilité. On a une responsabilité de faire les choses bien auprès des entrepreneurs. Les investisseurs ont un rôle énorme à jouer, à ne surtout pas opposer à la réussite des entrepreneurs la réussite des investisseurs en face. C'est parce que des investisseurs ont joué leur rôle, qu'ils ont su prendre des risques aux côtés des entrepreneurs, que le cycle global a réussi à se développer. Et aussi important que les investisseurs privés, il y a eu toutes les structures d'accompagnement, les services publics, tout ce qui a permis d'aider à l'amorçage, d'aider à la création, d'aider à soutenir l'ambition des gens. Faire travailler ensemble ces gens-là, c'est pour moi ce qui est gage de réussite et c'est ce que je perçois. Alors, bien évidemment, Douja et tous nos partenaires en Tunisie le vivent au quotidien, mais moi, je perçois ce mouvement qui est en train d'avoir lieu en Tunisie et j'ai beaucoup d'espoir sur le développement, sur la suite de l'entrepreneuriat et de l'écosystème en Tunisie pour ces raisons-là. Merci beaucoup. Donc, je voudrais vous faire encore réagir ou vous poser la question. C'est-à-dire que toute la question est comment faire travailler tous ces gens-là en même temps. Est-ce que c'est collégial? Est-ce qu'il y a une structure peut-être étatique ou je ne sais pas qui a le lead un petit peu? Enfin, c'est-à-dire que ce mode
euh, euh, collaboratif entre des entités qui sont complètement différentes, comment peut-il fonctionner? Ah ben, tout le monde, évidemment, doit jouer, doit apporter sa pierre à l'édifice. Je pense que d'autant plus les structures d'accompagnement doivent être ces structures-là, qui sont des structures qui doivent capter l'intelligence de l'écosystème, être capable de le retranscrire de manière intelligible. C'est aux structures voilà, d'accompagnement, donc, et les structures privées, et les structures publiques, et les structures étatiques, de venir créer des liens entre eux et de venir faciliter l'accès à ça à l'entrepreneur. C'est déjà tellement difficile d'entreprendre qu'il faut aider, il faut accompagner les jeunes entrepreneurs. Et parfois, c'est très compliqué de se repérer, de comprendre qui fait quoi, comment est-ce que ça fonctionne, dans quel ordre on doit prendre les choses. Et c'est là où je pense que les rôles des sociétés d'accompagnement, que ce soit dans l'accompagnement au développement des business, que ce soit au développement des processus d'investissement, que ce soit dans l'accompagnement au recrutement, peu importe le sujet derrière, il y a une vraie responsabilité à prendre et il y a en fait un travail en amont à faire de nouer les liens, nouer les connexions. J'insiste beaucoup là-dessus, mais il faut rapprocher le public du privé. C'est sans doute la première chose à faire. Il faut rapprocher l'État, les services publics, les structures même internationales des structures privées qui font le tissu de l'économie et qui doivent apprendre à travailler ensemble. Et travailler ensemble, c'est pas une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans, préparer des dossiers et se les partager. C'est être là, main dans la main au quotidien. Et ça, c'est des choses qui se construisent sur la durée. Et je pense que vraiment, ce sont des gens qui doivent apprendre à se connaître, qui doivent apprendre à se faire confiance, à travailler ensemble. Et je le redis, le rôle des structures d'accompagnement, c'est pour moi, leur premier rôle, c'est de défricher, c'est de rendre clair, compréhensible, intelligible les voies à suivre, avec qui vous allez pouvoir travailler, dans quelles conditions ça se fera, et qu'est-ce qui est à votre disposition pour vous aider. Il y a énormément de choses qui existent et qui sont inconnues de la part des entrepreneurs. Les entrepreneurs ratent des opportunités parce qu'ils ne savent pas. Il faut amener à leur connaissance. Et c'est la première des choses. C'est de la communication, c'est de la simplicité, c'est de la compréhension. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, c'est-à-dire que je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit, Arnaud, le périple d'un entrepreneur. Donc, c'est excitant, c'est beau, mais c'est quand même c'est difficile et ce l'est encore moins quand il porte un changement et quand il a entre les mains un projet innovant. Alors, je voudrais poser la question à Clara, donc vous qui appuyez un petit peu les entreprises, les startups. À quel moment dans le cycle de vie d'un projet ou d'une startup, l'apport de cet écosystème d'innovation est le plus important? C'est-à-dire à quel moment elle en a le plus besoin? Merci beaucoup, Sarah. D'abord, pour revenir donc sur le projet Innovi, effectivement, ça recoupe assez bien ce que disait Arnaud au préalable, c'est-à-dire qu'on vient nous soutenir tout l'écosystème, qu'il soit public, privé, et un écosystème, ça va du début de la chaîne jusqu'à l'accélération, l'internationalisation, la montée en puissance et le développement d'une licorne multinationale. L'État, il doit être présent et les structures d'accompagnement privé aussi à chaque étape de la chaîne. Et donc, pour répondre à votre question, moi, je ne pense pas qu'il y ait une étape qui soit plus sensible que l'autre, puisque dans un écosystème, on part de l'idée et on va jusqu'à la montée en puissance d'une entreprise. Et l'idée, elle se tient déjà dans l'éducation, dans les premières étapes d'une vie d'un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est d'abord un enfant. Et c'est là-dessus, je salue justement l'action du
projet Redinov sur toute la partie enseignement et culture entrepreneuriale dès l'enfance. Donc les acteurs de l'enseignement, c'est peut-être les premiers dans la chaîne entrepreneuriale qui vont donner envie aux jeunes d'entreprendre, de se lancer, de prendre du risque. Parce que cette culture de l'entrepreneuriat, c'est aussi une culture du risque et particulièrement en Tunisie, il y a encore beaucoup de blocages psychologiques sur le passage à l'entrepreneuriat. Ensuite, dans toutes les étapes de développement d'un projet, effectivement, à la fois l'État et la société civile sont importants, que ce soit pour la conceptualisation de cette idée, la recherche des clés, la compréhension du climat des affaires, la formation qu'on peut avoir de base sur toutes les règles qu'il faut comprendre et savoir pour monter une entreprise. Et là-dessus, il faut être accompagné parce que c'est pas inné de savoir ouvrir une société anonyme et de savoir que ce régime correspond mieux à votre business qu'une SARL ou une EURL ou que sais-je. Et donc, en fait, il y a un rôle à la fois du public dans la connaissance de ces règles et des incubateurs et des accélérateurs ensuite dans l'accompagnement de l'entrepreneur dans toutes ces étapes vis-à-vis de l'administration, mais aussi vis-à-vis de son produit, de son marché et de sa recherche de financement. Et là où je rejoins Arnaud, c'est que dans un écosystème, l'écosystème des investisseurs il est particulièrement important dès qu'on se lance, et là aussi à toutes les étapes, de l'amorçage jusqu'à la montée en puissance. Et on a bien vu en Europe que l'écosystème des VC, c'est ce qui a permis le plus de structurer l'écosystème start-up, parce que sans ces VC, il n'y aurait pas de risque. Il y a le risque qui est pris en partie en charge, surtout dans nos pays européens, par les banques publiques d'investissement, qui est une ébauche en Tunisie à l'heure actuelle, et là je pense que Soumaya va en parler ensuite. Mais cet écosystème des VC, il est important à toutes les phases, et c'est vraiment un enjeu pour la Tunisie de vraiment réussir à le développer pour permettre la création de startups aujourd'hui. Vous êtes en mute. Ah oui, oui, c'est bon. Merci Clara. Donc voilà, je voudrais enchaîner. D'ailleurs, vous avez bien fait la transition, Clara. J'enchaîne avec Soumaya. Quelle est aujourd'hui la contribution de Smart Capital donc, dans le développement de cet écosystème d'innovation? Et je voudrais en particulier vous demander si vous travaillez sur des synergies de partenariat entre différents entrepreneurs, et si c'est oui, comment vous faites, voilà, quelle est votre démarche pour les pérenniser, pour les soutenir? D'accord, merci Sarah pour la question. Bonjour tout le monde, une autre fois. Donc, je vais brièvement en fait présenter Smart Capital au cas où on a dans l'audience des personnes qui ne savent pas ce qu'on fait. Donc, Smart Capital, c'est une organisation semi-gouvernementale, donc semi-privée, semi-étatique. Elle est là pour être l'opérateur de la vision nationale gouvernementale qui est de rendre la Tunisie a Startup Nation. Donc, on est l'opérateur de cette vision nationale. Et pour ça, en fait, il y a trois piliers principaux qu'on met en œuvre pour disons, arriver à cette vision globale. Donc, le premier, c'est le Startup Act. J'imagine si on a des start-upers parmi nous, j'espère qu'il y a des start-upers labellisés dans l'audience. Donc, c'est un registre légal où il y a des avantages, clear incentives pour ces start-up-là pour pouvoir et se lancer et aller à l'international et avoir des facilitations. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est Startup Empower. Donc, c'est un... Vous m'entendez? Vous fermez, s'il vous plaît. D'accord. Désolée, c'est bon là.
Super, il n'y a pas de souci. Donc, on parlait du premier pilier qu'on opère avec Smart Capital, c'est le Startup Act. Le deuxième pilier, c'est en fait, on l'appelle Startup Empower et c'est vraiment pour dynamiser l'écosystème, que ce soit les accélérateurs, incubateurs, ce qu'on appelle Startup Support Organizations ou les startups. Pour ça, il y a des tickets et financiers et de programmes de capacity building pour dynamiser cet écosystème et le promouvoir un peu plus sur l'international. Le troisième pilier, en fait, qui est connu, je pense, sous le nom de fonds de fonds. Donc, c'est ça, Fund of Funds. Et c'est en fait une éjection d'une somme d'argent pour créer des fonds qui, à leur tour, vont investir dans des startups. Donc, quand cette vision, disons, elle a été mise en place au tout début, on pensait, avec la task force qui a mis en place tout ce beau travail, la dynamique entre ces trois piliers pourrait vraiment faire bouger cet écosystème de start-up en Tunisie. Donc c'est ça pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur le start-up des écosystèmes. J'espère que c'est clair, Sarah, pour la première question. Oui, tout à fait, c'est très clair. Super. Donc, pour ça, en fait, comment on opère? Donc, on a des donors, en gros, qui ont cru, qui croient, en fait, dans cette initiative, que ce soit Innovi avec Clara ou GIZ ou d'autres donors qui, en fait, nous soutiennent sur chaque pilier qu'on met en œuvre. Donc, c'est un peu ça la dynamique. Alors, le deuxième point, si je me rappelle bien, c'était par rapport à la synergie de travail entre les startups et la connectivity, right? C'est ça? Oui. En fait, merci d'avoir posé cette question. C'est une très belle question parce que, en fait, c'est très pertinent et on croit vraiment dans la connectivité. En fait, les écosystèmes partout dans le monde, ils se rapprochent beaucoup parce que quand tu vois comment un écosystème de start-up est né, j'ai eu l'opportunité de voir l'écosystème de start-up à la Silicon Valley les 3 dernières années, un peu en Europe. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que les débuts sont les mêmes et la manière bien que les cultures are different, mais le dynamique de la création d'un écosystème de startup est très similaire. Et les experts comme Startup Commons, par exemple, c'est une structure à la Silicon Valley qui aide les écosystèmes partout dans le monde à se développer. Ils vous disent clairement que la connectivité, c'est la secret sauce pour qu'un écosystème puisse croître très rapidement. Donc, ce qu'on fait avec Smart Capital pour rendre ça faisable est en fait, premièrement, de faire un assessment sur l'écosystème. Donc, personnellement et avec mes collègues, on a essayé de parler avec toutes les structures de l'écosystème et les startups pour voir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pensent de la connectivité de l'écosystème. J'ai eu aussi le plaisir de parler avec Douja sur ce sujet parce que pour que quelque chose soit pertinent, il faut que ça vienne de l'écosystème lui-même, de l'accélérateur ou de l'incubateur et de la startup surtout qui est le cœur de notre sujet. Donc, on a essayé de poser des questions sur qu'est-ce que vous pensez de la connectivité entre vous, qu'est-ce que vous proposez pour l'accentuer, etc. Avec beaucoup d'autres points aussi, mais tu m'as posé la question pour la connectivité. Et on a remarqué en fait qu'on est un peu autour de la moyenne par rapport au feedback de à peu près une vingtaine de structures. Et pour accentuer cela, en fait, on a commencé à mettre en place un programme qui va être annoncé soon pour, en fait, créer des liaisons. Par exemple, pour les startups, d'accord? Les startups, il y a des startups qui peuvent être des customers for each other. Donc, une startup pourrait être le customer de l'autre startup ou bien pourrait solliciter une extension d'un service d'une autre startup. On a vu ça, par exemple, entre Intigo et d'autres startups durant le Covid, en fait, pour rendre les choses faisables. Donc, ce genre de synergie, on essaye de les faire, que ce soit avec des efforts personnels en voyant des services qui pourraient s'entraider, ou bien dans notre plateforme de communication avec les startups sur notre portail ou bien sur les groupes qu'on a, pour créer déjà esprit de penser à collaborer. D'accord? Une fois qu'on a l'esprit, il faut les moyens ou les tools qui peuvent rapprocher les gens ou qui peuvent te permettre d'avoir rapidement accès à la personne ou à la startup dont tu as besoin. Donc cela aussi va être… Concrètement,
pardon de vous interrompre, Soumaïa. Concrètement, Setool, c'est quoi à peu près? C'est le portail des startups. Pour les startups, tu m'as posé la question pour les startups. On a le portail des startups. Oui, oui. Ouais, donc, on a le portail pour les startups labellisées, en fait, parce que nous, avec Smart Capital, on a cet accès direct avec les startups qui sont labellisées, d'accord, avec le Startup Act. Donc, on a le portail où ils peuvent interagir. On a un groupe Facebook où il y a beaucoup d'interactions. Mais pour rendre la chose beaucoup plus structurée, on inclut comment dire ça, une rubrique, disons, de data qui est publique sur toutes les startups, sur notre site web de Startup Tunisia, parce que cette grande vision-là, elle s'appelle Startup Tunisia, qui va être inclus dans le website pour rendre vraiment toute la data, que ce soit pour les startups ou pour les accélérateurs, incubateurs, structures d'accompagnement visibles. Comme ça, la personne, elle peut voir qu'est-ce qu'elle cherche, quel service, qui est la bonne personne à contacter. Comme ça, le flow, il est clair. Et on peut, en fait, interagir ou se connecter ou faire des partenariats plus rapidement avec un accès plus clair à l'information. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais me tourner vers Douja. Vous connaissez bien Douja, l'écosystème depuis longtemps, l'écosystème d'entrepreneuriat, je dirais, bien avant que vous fondez Red Start Tunisie. Au vu des, je dirais, des faiblesses ou des manquements de cet écosystème, on sait tous qu'il c'est quand même pas un écosystème aujourd'hui complètement mature, que pourrait rajouter le projet Redinov. D'accord. Merci Sahar pour la question. En fait, d'abord, moi, ce que j'ai envie de dire dans tout ce qu'on a dit, j'ai peut-être discuté avec certains d'entre vous à propos de ça, c'est la connexion entre les acteurs de l'écosystème, la vraie connexion et la coordination entre les acteurs de l'écosystème. On a beaucoup d'intervenants, qu'ils soient à tous les niveaux, en termes d'accompagnement, en termes de financement et en termes d'accompagnement public et privé, etc. Il y a des ONG aussi qui sont dans l'écosystème. Ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment une bonne coordination entre tous et d'essayer de ne pas être redondant par rapport aux startups et aux PME, parce que justement, les startups et les PME aujourd'hui, quand ils sont un peu ils viennent vers l'entrepreneuriat, ils sont là à se demander vers où aller, comment aller, est-ce qu'il y a des choses qui se font par les uns et les autres, mais il y a la même chose, alors qu'il y a moyen de monter un peu quelque chose de plus cohérent et de plus, où il y a plus de coopération et de coordination entre les différents acteurs. Quand on a créé Red Start Tunisie, ce qu'on s'est dit, c'est que vraiment, on n'a pas envie d'être redondant encore une fois, mais de se positionner sur une niche peut-être différente ou sur quelque chose où on est complémentaire. On a envie de travailler avec tout l'écosystème et ça a été toujours ma devise. Moi, je suis vraiment pour le partenariat, mais très large, parce que je pense qu'il y a moyen de travailler ensemble, même si on fait presque la même chose, mais qu'on se mette d'accord, qu'on se mette sur des différents axes de tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que Red Start Tunisie a vraiment choisi de se positionner comme accélérateur de PME. On a vraiment envie, dans toute cette mouvance et cette nouvelle tendance des startups, et c'est très bien parce qu'elles sont là et elles ont le mérite d'être là parce que ça apporte de l'innovation, c'est une dynamique nouvelle, mais aussi on a envie chez Red Start que les PME montent un peu dans ce train, cette nouvelle mouvance dynamique d'innovation et d'entrepreneuriat innovant pour qu'elles soient complémentaires, qu'elles soient là pour vraiment se mettre à niveau et aller vers l'innovation, être un peu matché avec ces startups parce qu'il y a un gain de part et d'autre, ouverture marché, l'innovation de l'autre côté, donc il y a des choses qui peuvent se faire et surtout aller ensemble vers l'international, surtout que notre pays est petit, notre marché est trop
trop petit et qu'on a envie tous que tout ce beau monde, toutes ces belles entreprises, ces startups, ensemble entre PME, corporate et entreprises, travaillent ensemble pour aller vers l'international. Voilà, donc je ne sais pas si tu vas me permettre je en laisse vers la fin, mais je voudrais après présenter un peu les axes sur lesquels on va travailler sur Redinov. D'accord, ok. Ok, très bien. Donc, je pense qu'il est temps qu'on parle un petit peu du financement, hein. Je pense qu'on peut pas, enfin, rien ne pourra être fait sans fonds et sans financement. Donc, je m'adresse à Temer. Est-ce qu'on s'attend à une explosion maintenant de cet écosystème d'entrepreneuriat après le vote de la loi sur le crowdfunding? Quels sont les leviers dont on a besoin aujourd'hui et qui ferait que ces financements alternatifs boostent l'écosystème d'innovation Temer? Bonjour tout le monde, merci Sahar, merci Douja pour cette invitation. Je suis toujours ravi de pouvoir contribuer quand il s'agit d'innovation, d'entrepreneuriat et de finances alternatives au crowdfunding. Alors effectivement, le financement, c'est le nerf de la guerre pour les entreprises d'une manière générale et plus particulièrement pour les startups ou pour les innovateurs. C'est un petit peu comme de l'essence ou de l'énergie pour une voiture. Vous pouvez avoir la meilleure des voitures sans un minimum d'énergie, d'essence, vous ne pourrez pas au moins faire les premiers kilomètres pour avoir de l'inertie et pouvoir avancer et accélérer. Et donc, il est nécessaire dans un écosystème entrepreneurial d'avoir les outils pour pouvoir financer les entreprises et les startups. Bien évidemment, il n'y a pas un seul outil, hein, il s'agit là d'un ensemble d'outils pour financer les différentes phases de développement de l'entreprise. On parle bien évidemment de différents stages, hein, early stage, et tous les autres stades de développement, qu'on soit une start-up, qu'on soit une micro-entreprise ou qu'on soit une PME. Alors, dans l'écosystème financier en Tunisie, malheureusement, les outils existants ont montré leurs limites dans le financement de l'économie déjà d'une manière générale et encore moins dans le financement des startups. Je suis toujours ravi, bien évidemment, de voir des nouveaux outils fleurir à droite et à gauche, des fonds, qu'ils soient étatiques, semi-étatiques ou privés. Mais la vérité, c'est que c'est insuffisant au vu à la fois de l'ampleur de la dynamique entrepreneuriale en Tunisie, première chose, mais aussi, surtout, au vu des besoins du pays en termes de création d'emplois. Donc, il faut davantage. Comment aller chercher ces fonds? Bien évidemment, et heureusement toujours, il y a l'épargne privée en Tunisie. Malheureusement, elle n'est pas assez fléchée vers cet investissement, première chose. On fait toujours appel à nos chers bailleurs de fonds étrangers et on les remercie d'être toujours au rendez-vous. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant et ils ne seront pas toujours là. Et donc, on doit aujourd'hui se poser les questions comment mobiliser davantage de l'épargne vers l'investissement dans nos PME, dans nos startups. Et c'est là probablement que le crowdfunding ou financement participatif ou financement alternatif, peu importe les termes qu'on peut utiliser, peut jouer un rôle important dans la mobilisation de cette épargne. Pour rappel et en quelques mots, donc, le crowdfunding, c'est l'utilisation de plateformes web ou d'applications mobiles pour mobiliser l'épargne privée, des investisseurs privés, des financeurs privés pour financer tout type de projet, qu'ils soient des projets personnels, des projets créatifs, culturels, sociaux, ou et surtout d'ailleurs des entreprises et des entrepreneurs. Cela peut se faire via différents modes, hein, le don, le prêt, l'investissement notamment. Et donc, nous avons eu la chance, en tout cas en Tunisie, d'avoir une loi qui a été votée en début de cette année. Ayant cette chance, en tout cas, tous les espoirs sont permis pour voir le crowdfunding se développer en Tunisie.
Malheureusement, et on le regrette encore, les décrets d'application ne sont pas encore sortis. Donc, la mise en place effective de cette loi n'est pas encore effective. Et nous ne pouvons pas, en tout cas les plateformes ou ceux qui souhaitent lancer des plateformes de crowdfunding ne peuvent pas d'ores et déjà opérer sur le territoire tunisien. Alors les conditions, bien évidemment, pour développer le crowdfunding en Tunisie sont de différentes natures. Bien évidemment, la première chose, c'est d'avoir le cadre réglementaire adéquat. On espère que ce point sera résolu, si ce n'est pas dans les prochaines semaines, en tout cas dans les prochains mois. Je salue l'implication de plusieurs acteurs, d'ailleurs, d'Andouja ou même Expertise France, qui travaille avec les différentes institutions tunisiennes qui travaillent sur ce sujet. Il y a besoin pour le développement du crowdfunding d'un écosystème entrepreneurial. J'étais ravi depuis tout à l'heure, en tout cas, d'entendre mes différents camarades et collègues mettre l'accent sur cela, parce qu'une plateforme de crowdfunding, elle n'a d'autre façon de faire que de s'intégrer dans un écosystème qui lui permet de se sourcer en bons projets. L'un des enjeux pour les plateformes de crowdfunding, c'est d'être en mesure de sélectionner des projets à financer pour les proposer et les présenter aux investisseurs. Donc, pour que cette plateforme puisse jouer son rôle de sélection, elle ne pourra pas faire ce travail toute seule, elle doit s'appuyer sur des partenaires et donc des acteurs de l'écosystème, qu'ils soient des incubateurs, des accélérateurs, des réseaux de business angels, des fonds d'investissement, des startup studios, peu importe les formes de ces acteurs qui sont arrimés eux-mêmes à l'écosystème et qui travaillent avec les startups et les entrepreneurs et qui les accompagnent pour qu'ils soient en mesure et d'être capables de lever des fonds. C'est là où les plateformes jouent un rôle. Une fois que cette sélection a été opérée sur les bons projets, ils vont les présenter aux financeurs, aux investisseurs, qu'ils soient d'ailleurs institutionnels ou privés, ou même aujourd'hui, on le voit d'ailleurs dans les écosystèmes les plus matures, même les business angels aujourd'hui passent par les plateformes de crowdfunding, interviennent sur les crowdfunding. Et donc, à terme, on pourrait imaginer que des plateformes de crowdfunding ou certaines d'entre elles pourraient être un petit peu comme ce guichet unique du financement. En tout cas, un projet qui veut lever de l'argent passe par une plateforme de crowdfunding et qui le mettra en relation avec les différents acteurs de l'écosystème du financement. Donc, vous voyez à la fois que le crowdfunding, il apporte des vraies solutions aux besoins actuel. Encore une fois, le financement, c'est le nerf de la guerre. C'est d'ailleurs, plusieurs études l'ont montré, c'est l'un des premiers freins à l'entrepreneuriat et la création d'entreprises en Tunisie, en Afrique et probablement par ailleurs dans le monde. Donc, répondre à ce problème, c'est déjà un point très positif, mais je rappelle surtout que le crowdfunding s'appuie sur le digital. Qu'est-ce que c'est le digital? Ce sont les outils dont nous disposons aujourd'hui, et que ce soit donc d'un point de vue technologique, mais aussi s'appuyer sur les réseaux sociaux pour communiquer, pour mobiliser. Et donc, le crowdfunding, tout simplement, est adapté à nos pratiques quotidiennes, aux pratiques de nos citoyens, aux pratiques à la fois des porteurs de projets, mais aussi des investisseurs. Et donc, le crowdfunding n'est tout simplement que l'image des pratiques de nos jeunes d'aujourd'hui. À titre d'exemple, d'ailleurs, nous, on le voit sur nos plateformes, c'est que les porteurs de projets assez souvent soumettent leurs projets pour faire des demandes de financement en fin de journée ou tard le soir. Pourquoi? Mais parce qu'un chef d'entreprise ou un entrepreneur, quand il rentre chez lui le soir, c'est là qu'il se pose pour travailler sur ces questions d'investissement, et il a la possibilité de le faire via les outils digitaux, alors que s'il faut qu'il aille faire la queue auprès d'une institution financière qui n'ouvre qu'entre 14h et 16h, et s'il arrive, il n'est même pas sûr de pouvoir être reçu et qu'éventuellement un papier qui manque et ceci et cela. Je vois que plusieurs personnes esquissent un petit sourire, donc j'imagine que tout le monde a eu vent de ce type d'histoire, mais en tout cas, des entrepreneurs qui doivent se concentrer aujourd'hui sur le développement de leurs projets, leur proposer des moyens digitaux simples
pour déposer leur dossier et accéder au financement est bien évidemment quelque chose qui est très demandé. D'accord. Merci beaucoup, Fevel. Donc, si je résume bien, si j'ai bien saisi ce que vous avez dit, donc c'est vraiment une relation à double sens, une relation, je dirais, fusionnelle entre le crowdfunding et l'écosystème. C'est-à-dire que le crowdfunding, il permet aux entreprises innovantes une certaine flexibilité et un potentiel pour le financement, et lui-même, il se ressource de ces entreprises qui se développent et de ces projets pour son existence à lui aussi. Donc là, maintenant, on va un petit peu, on va essayer de zoomer un petit peu sur les entreprises, ces entreprises elles-mêmes, comment elles peuvent, elles, développer donc une culture entrepreneuriale chez elles. Et je m'adresse à Inès Bouhar pour dire, est-ce que, voilà, c'est-à-dire comment ces entreprises-là, elles peuvent éviter une certaine inertie organisationnelle pour qu'elles puissent un petit peu établir des partenariats, pour qu'elles puissent s'insérer dans cet écosystème d'innovation. Inès est là. Oui, j'ai eu une coupure. Vous m'entendez? Ouais. Désolée, oui, s'il te plaît, Sahar, parce que j'ai raté. D'accord. Donc, je t'ai dit à Inès, là maintenant, on va essayer un petit peu de parler de l'entreprise, on va faire la transition avec le deuxième tour de table qui traitera de l'entreprise et je voudrais vous poser la question, comment les entreprises, elles devraient, ou ces entreprises, ou ces PME et start-up, devraient penser un petit peu leur organisation pour comment elles peuvent éviter une certaine inertie organisationnelle pour qu'elles puissent établir des partenariats, pour qu'elles puissent s'insérer dans cet écosystème d'innovation. Déjà, j'aimerais te remercier Douja pour cet événement et je souhaite le meilleur succès pour Red Start, Red Innov en Tunisie. Je pense que certainement, ça va avoir une valeur ajoutée dans l'environnement entrepreneurial tunisien. J'aimerais aussi mettre l'accent sur le fait que quand on parle d'innovation, quand on parle d'entreprises qui accompagnent justement ou d'institutions qui accompagnent les entrepreneurs, ce n'est pas juste des startups, mais il y a aussi, et le gros morceau est dans les PME, où on parle aussi de développement, de relancement d'activités et qui nécessite aussi un état d'esprit de start-up, mais aussi un état d'esprit d'innovation très important. En général, les entreprises, c'est un peu différent entre les start-up et entre les PME. Les start-up, on va parler d'entreprises qui vont commencer à se structurer pour pouvoir accompagner un projet. Et souvent, c'est le maillon faible. C'est-à-dire que souvent, pour les startups, elles vont commencer à chercher du financement, elles vont avoir une constitution, elles vont avoir les fonds, mais elles vont oublier qu'il va falloir déjà penser le futur dès le départ. Et qu'il faut que la structure soit taillée de telle sorte qu'elle va accompagner la phase de lancement, mais aussi accompagner l'innovation, toutes les phases qui vont venir après. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des startups qui vont commencer la première année pour structurer, deuxième année pour pouvoir commencer à émerger. Et une fois qu'elles vont commencer à croître, c'est là où les problèmes arrivent parce qu'on n'est pas prêt, on est resté avec les débuts et on n'a pas anticipé que ce soit la croissance ou peut-être même une crise.
Pour les PME, le changement, il va être différent. Il va être accompagner les nouvelles tendances, l'obsolescence des technologies, l'obsolescence de la consommation, le cycle de vie des produits et des services devient de plus en plus court. Du coup, il va falloir se structurer pour créer un vivier d'idées, d'innovations pour réagir très vite par rapport au marché, mais aussi réagir très, très vite par rapport à créer une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on vend déjà. Donc, il y a deux pans ici et deux dimensions. D'une part, les PME qui doivent développer ce qu'on appelle aujourd'hui une compétence très, très importante, c'est la compétence d'intrapreneuriat, c'est-à-dire avoir un mindset d'entrepreneur au sein de l'entreprise. Et ça, c'est ce que fait Google depuis 15 ans, c'est ce que fait Facebook, ce que fait tout le monde. En fait, ils vont aller pousser leurs propres employés à aller développer, créer, apporter l'idée, l'accompagnement jusqu'au bout, au sein même de l'entreprise. Au début d'une manière informelle, mais après, ça peut être un projet qui va impliquer encore plus l'entreprise et qui elle-même donne des garanties, une première garantie pour l'accompagnement. Donc ça, c'est pour les moyennes et grandes entreprises. Pour les startups, en fait, l'idée, c'est de créer toujours une structure agile. On parle de modèles axés sur la polyvalence, sur la veille de marché et la veille technologique incessante. On parle d'agilité, c'est d'ailleurs que l'approche ou tout ce qui est approche d'innovation sont très présentes dans les startups parce qu'elles peuvent déjà tester, elles peuvent ne pas réussir, mais elles peuvent retester, les implications ne sont pas grandes. Tous ces aspects-là vont permettre une organisation agile, fluide, et qui va permettre de développer des idées, de les tester et de pouvoir implémenter ça en mode projet, mais aussi de pouvoir voir comment est-ce que ça va évoluer et développer un portefeuille d'idées intéressantes pour faire face au changement de l'environnement. On parle de changement, on parle d'environnement VUCA, où le changement est permanent, très instable, et où il va falloir être toujours en veille par rapport à ce qui se passe, les parties prenantes de l'entreprise à tous les niveaux. Alors, l'innovation, elle n'est pas forcément juste dans le produit, tout le long, en fait, dans le mix du produit ou du service, il y a de l'innovation qu'on peut ajouter partout. On peut l'ajouter, que ce soit au niveau du produit en lui-même, mais aussi la manière de le livrer, la manière de le présenter. Et ça, cette innovation-là, elle est intrinsèque, c'est-à-dire que c'est au sein de l'entreprise, c'est les employés qui vont aller proposer ça. Donc, il va falloir offrir un environnement ouvert où la communication elle est facile, où les idées sont valorisées, les idées d'amélioration ou les idées tout court, pour pouvoir les accompagner, peut-être les tester. Et il y a aussi cette agilité par rapport à ce qui se passe ailleurs et s'inspirer en fait de ce qui se passe, des autres pratiques, mais aussi pas seulement des concurrents ou d'un écosystème d'autres startups, mais aussi ça peut être des fournisseurs, ça peut être des partenaires qui peuvent aussi suggérer des idées qui apportent une innovation par rapport à un besoin ou par rapport à une manière d'offrir le service ou de structurer justement une offre. Donc, l'innovation, elle est tout le long de la chaîne. L'organisation, pour pouvoir concrétiser et accompagner cette innovation, il faut qu'elle soit à l'écoute de ses employés, à l'écoute de ce qui se passe, aux idées, les encourager les collaborateurs à pouvoir faire des propositions d'amélioration ou des propositions de changement, parce que l'innovation, quelque part, c'est aussi du changement. Et ça, il va falloir apporter cette structure pour encourager tout le monde. Et souvent, l'innovation, elle vient souvent d'erreurs. C'est pas forcément les plus grandes innovations, les grandes découvertes ont commencé à partir d'erreurs de process qui ont été transformées en une opportunité pour pouvoir répondre à un besoin ou et faire évoluer un produit ou un service. Donc, l'entreprise, son agilité, sa structure, il est très important de la garder ouverte, pas trop structurée, pas non plus à un niveau matriciel avec des process qui vont dans tous les sens, légère, pour accueillir, pour pouvoir développer cet état d'esprit de proposition d'idées, de résilience, même si ça ne marche pas, on va essayer plusieurs fois, et surtout aussi d'oser un mindset où on peut oser défendre ses idées, pitcher devant un comité peut-être informel ou à l'occasion d'une réunion annuelle ou d'une réunion mensuelle. Donc, c'est vraiment dans ce type d'organisation qui va faciliter un peu la résistance par rapport à ce qui se passe en environnement.
Ok, merci beaucoup Inès. Donc, je voudrais demander à Clara, vous appuyez, car je sais que dans le projet Innovi, vous procurez à la fois un appui financier et technique. Donc, dans cette expertise technique que vous procurez donc, aux entreprises que vous appuyez, est-ce qu'il y a un cas d'école que vous pouvez nous raconter où vous avez essayé de développer donc, cette culture entrepreneuriale dans l'entreprise ou dans la PME, Clara? Alors, nous, on n'appuie pas directement les entreprises, on appuie les structures d'accompagnement. Donc, je n'ai pas de cas particulier d'entreprise. Bon, évidemment, on suit l'activité des différents incubateurs qu'on a pu sélectionner et financer comme Redinov, mais tous sont en tout démarrage de projet. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête. Bon, à la limite, ce que je pourrais vous dire, c'est que ce qu'on a cherché, puisqu'on est sur la thématique financement, nous, ce qu'on a cherché à faire à travers Dinovis, c'est de permettre de donner de nouveaux moyens financiers justement aux entrepreneurs pour développer leur appui financier direct aux projets qui nous accompagnent. Et j'espère que Douja nous dira ensuite un mot sur les prêts d'honneur, parce que ça fait partie des outils qu'on a beaucoup contribué à lancer en Tunisie, notamment au travers d'un autre projet qui s'appelle En lien avec la Caisse des dépôts. Et donc j'aimerais beaucoup entendre Douja nous parler de cette nouvelle expérience qui va se lancer sur Redinov. Mais effectivement, je rejoins aussi Tamer sur le fait que la diversification des outils financiers dédiés aux entreprises leur permettra de couvrir de façon plus complète la chaîne, parce qu'on n'atteint pas tout de suite un VC qui sera financé par le fonds Anama décrit par Soumaya, et que sur les précédentes étapes, on a besoin de love money, de crowdfunding, de prêts d'honneur et de tous les appuis que peuvent aussi donner en voucher et en service les incubateurs. D'accord. Mais est-ce que vous intervenez auprès de ces structures d'appui un petit peu pour favoriser cette culture d'innovation? Auprès des structures d'appui, je pense que ceux avec lesquels on travaille, ils ont déjà une très bonne culture de l'innovation. Donc, ce qu'on fait, c'est valoriser avec eux leur portefeuille de projets, valoriser les initiatives, aussi bien au niveau tunisien pour développer la culture entrepreneuriale dans le pays, mais aussi à l'international. Parmi les initiatives qu'on a lancées récemment, notamment, on pourrait citer la communauté tunisienne sur l'outil Europeauty, qu'on a tous conjointement appelé Investi, qui est une plateforme de mise en relation entre les investisseurs et les entrepreneurs qui a été développée en 2008 par BPI France et qui est aujourd'hui une portée européenne auprès d'une bonne dizaine de pays des États membres de l'UE et qui se développe de plus en plus sur l'autre rive de la Méditerranée et en Afrique. Et donc, c'est ce genre d'outils que nous, on peut mettre aussi à la disposition des structures d'accompagnement qui travaillent avec nous. Et on espère justement passerelle entre leurs cohortes et ce genre de plateforme qu'on a pu développer pour les soutenir vers l'international et vers plus de connexions. D'accord. Merci Clara. Alors, Touja, Clara a en quelque sorte suscité la curiosité pour que tu nous parles un petit peu de Redinov. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Bien sûr. Merci, merci beaucoup. Justement, c'est peut-être temps que je présente un petit peu ce beau projet qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement grâce à l'appui d'Expertise France et le financement de l'Union européenne. Donc voilà, dans l'âme, ce projet-là vise à vraiment développer l'innovation et l'activité de Red Start qui a démarré il n'y a pas très longtemps, mais qui semble prendre un peu sa place dans l'écosystème pour compléter l'offre qui existe aujourd'hui en Tunisie. Et nous avons plusieurs axes très intéressants sur lesquels on va travailler. Je commence par deux qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est qu'on va viser 50% de femmes. Et je trouve ça génial et je trouve que c'est très important parce que je crois beaucoup à l'entrepreneuriat féminin. C'était toujours ma bataille et je ne voulais pas rater l'occasion d'offrir nos services à 50% de femmes. Et nous allons aller vers les régions pour aller à Gebes, Kalouen et Seliena. Et ça aussi, c'est très important parce que je trouve que la dynamique au niveau de Tunis est très importante, alors que dans les régions, on a besoin de leur offrir l'occasion d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe en capitale, dans les capitales, à aller vers des régions où vraiment ils ont besoin d'un appui de proximité, je vais dire, pour faire simple, c'est vraiment une proximité dont ils ont besoin. Ça, c'est le plus important déjà pour commencer. Ensuite, ce que nous allons faire, et ça aussi c'est très important, c'est former plus de 400 jeunes et enfants dans les écoles et les sensibiliser à l'entrepreneuriat, parce que chez Red Start, on croit vraiment que l'entrepreneuriat commence très tôt et c'est vrai que c'est bien ce qu'on fait aujourd'hui aux universités, mais c'est encore mieux si on va vers les écoles et vers les plus jeunes pour faire ce travail. Ensuite, ce qui fait aussi le travail de Red Start, c'est d'accompagner une soixantaine d'entrepreneurs dans les régions en particulier, 50% de femmes toujours, pour que, et je parle de PME innovantes et de start-up aussi, parce qu'on ne ferme pas la porte aux start-up, au contraire, c'est avoir les deux pour pouvoir les connecter, les réseauter, etc., pour enfin, notre méthodologie, c'est vraiment de l'accompagnement opérationnel, vraiment sur le projet, on travaille sur l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise et l'aider à se développer. Alors, ce qu'on fera avec eux, c'est vraiment les aider à faire de l'accès, d'abord à s'organiser, bien entendu, mais on fera aussi de l'accès au financement. Et là, comme elle a dit Clara, on a un petit fonds grâce au projet pour donner des prêts d'honneur, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et c'est un mécanisme qu'on devrait aussi développer. Tout à l'heure, Fem a parlé de finances alternatives. On travaille sur le business angel, on travaille sur le crowdfunding, mais il y a aussi l'outil prêt d'honneur qui peut être intéressant, qui peut vraiment aider. On est en train de travailler avec des gens qui ont de l'expérience sur le terrain en Tunisie comme Réseau Entreprendre pour travailler ensemble sur ça et puis peut-être cofinancer s'il faut des entrepreneurs. On va aussi les aider à accéder à d'autres financements via crowdfunding, via business angel ou tout autre moyen de financement, mais et aussi, et c'est très important, aller à l'international et accéder à de nouveaux marchés. Et je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, les PME et les startups, hein, avec tout ce qui se passe avec la Covid, avec tout ce qui se passe dans le monde et à la taille de la Tunisie. Ce sont vraiment les besoins que nous offrons, et c'est des services que nous offrons pour combler un peu ces besoins-là. On fera aussi des dialogues publics-privés sur tout ce qui est innovation en termes de financement, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le financement reste un axe quand même très important à développer pour aider les entrepreneurs, les PME, les startups. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de travailler, de faire un dialogue public-privé sur la promotion, pour la promotion des financements innovants, et on fera des plaidoyers, des tables rondes de plaidoyers sur le crowdfunding, le business angel et probablement les prêts d'honneur pour qu'on ait plus de prêts d'honneur, de plateformes de crowdfunding et de réseaux de business angel qui sont là pour répondre aux besoins de financement des PME.
Et puis finalement, on fera une conférence annuelle chaque année pour vraiment en tant qu'agitateur de l'écosystème, pour remettre un peu tout ce beau monde autour de la table, autour des différents sujets, pour dire voilà, où est-ce qu'on en est-ce qu'on avance, est-ce qu'il y a des choses nouvelles, comment on peut travailler encore ensemble. Donc on va essayer d'être vraiment l'agitateur de l'écosystème ou parmi les agitateurs de l'écosystème pour être modeste, pour travailler sur l'innovation, les startups, les PME innovantes et tout ce dont on parle tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai résumé un petit peu. Sarah ne m'a pas laissé faire un PowerPoint, donc je me suis dit, je vais trouver une autre solution. Je préfère de loin tes petits tableaux. Douja, tu as trouvé une idée innovante et beaucoup plus sympathique. Donc, ouverte à toutes les questions par rapport à tout ça. On est là, vous pouvez nous contacter. Il y a tout sur le site web de RedStart. Et puis voilà, vous savez où nous contacter. On est ravis de vous donner plus d'informations. D'accord. Je voudrais te poser la question sur cet accompagnement opérationnel, Douja. Est-ce que c'est du cas par cas pour toutes les PME? Donc, c'est-à-dire que ça peut aller du marketing à la technique de vente, tout dépend des priorités des entreprises, où vous avez un accompagnement qui est plus ou moins standard que vous offrez à toutes les PME. D'accord, merci pour la question, Sarah. Oui, justement, nous, on ne fait pas de cohorte, on ne fait pas de cohorte de formation de groupe, ni de coaching de groupe. On fait de l'opérationnel, c'est-à-dire on travaille avec l'entreprise comme si on était leur partenaire opérationnel pour travailler sur tous les aspects de l'entreprise. Tout à l'heure, j'apprécie beaucoup l'intervention de Inès par rapport à justement comment la PME, elle peut innover, elle peut travailler sur toute l'innovation dans le sens large du terme, et c'est ce qu'on essaie de faire avec la PME et les startups aussi, c'est de s'organiser pour qu'on regarde tous les aspects de l'entreprise, là où on doit revoir, on doit revisiter, on doit revoir le business model, le produit, peu importe, là où le besoin est là pour l'entreprise, pour qu'elle soit mieux organisée, parce que finalité, et d'ailleurs, ça se voit dans les axes qu'on a choisis pour travailler sur les PME et les startups, c'est on a choisi de travailler sur finalement soit accéder au marché, soit accéder au financement, soit les deux. Et pour arriver à ça, il faudrait bien s'organiser, innover, avoir vraiment un business model et une entreprise qui soit prête à aller vers l'international, qui soit prête à accéder à des financements et attirer des financeurs, des investisseurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est sur le plan opérationnel, travailler au cas par cas avec ces entreprises pour arriver à atteindre ces objectifs-là, justement. Donc, si j'ai bien compris, Douja, il y a des critères de sélection, c'est-à-dire que toutes les entreprises, toutes les PME ne peuvent pas être accompagnées pour un accès à l'international. Absolument. Donc, les critères, oui, il y aura certainement des critères parce que de toute façon, on aura quand même un nombre, on ne peut pas prendre tout le monde, mais en tout cas, pour nous, RedStart, quand on travaille avec l'accompagnement de PME et de start-up, ce qui nous importe le plus, c'est qu'il y a 3 critères principaux, on va dire. L'engagement de l'entrepreneur, à vouloir aller de l'avant, à être accompagné, parce qu'on peut la finalité, ce n'est pas d'avoir le financement, mais c'est d'être convaincu qu'on doit revoir un petit peu son business model, sa stratégie, peut-être avoir une nouvelle stratégie, etc. Et être convaincu qu'il veut être accompagné, il est motivé pour être accompagné. Il faut que le produit aussi soit justement scalable, qu'il soit prêt à aller vers l'international, vers de nouveaux marchés. Ça peut être aussi des marchés locaux. Moi, je vois beaucoup de PME aujourd'hui qui sont là, qui n'ont pas tout consommé du marché local. Donc, il y a aussi aller vers d'autres villes, vers d'autres gouvernorats, vers d'autres villes, aller vers Tunis, de les régions, vendre sur Tunis, etc., sur les grandes villes.
Et bien entendu, donc il y a de l'innovation quelque part. Il y a moyen d'innover, de revoir un petit peu ce qu'on fait pour faire autrement et il y a de l'innovation. S'il y a des technologies, c'est tant mieux, mais au moins il y a de l'innovation. Et puis voilà, après on verra au cas par cas. C'est vraiment le binôme projet entrepreneur est très important. On regarde ça de très près et l'envie d'aller de l'avant et de se faire accompagner. Merci Douja. Je voudrais demander à Arnaud, en quoi l'accélération d'une entreprise innovante est particulière? Merci pour la question. Je rebondis juste sur le programme RedInnov, parce qu'il y a quelque chose d'important derrière ce type de programme-là, et RedInnov en est le reflet. Maintenant qu'on a appris à se connaître tous ensemble, disons-nous les choses clairement. Il y a des facteurs clés de succès dans les entreprises: le produit, son marché, son financement, sa gestion des risques. Et puis, il y a un facteur qui est un facteur de succès ou un facteur d'échec, c'est l'équipe. C'est la personne, c'est l'entrepreneur. C'est ça qui compte, c'est ça qui fera la différence. Et RedInnov, c'est ça, c'est aller chercher les femmes et les hommes qui ont envie d'entreprendre et les accompagner. Mais en fait, on accompagne des entrepreneurs avant d'accompagner des projets. Moi, ça me tenait énormément à cœur, cette vision-là, parce qu'on la partage avec Douja, on la partage avec beaucoup de gens dans l'écosystème. Et aujourd'hui, ce genre de programme doit nous permettre de faire ça. Aller identifier les entrepreneurs là où ils sont et puis aller les aider. Et c'est ça qui fera la différence. Le fondateur, puis l'équipe fondatrice, puis les gens, les partenaires de qui il va s'entourer, et puis ses premières recrues et comment il va construire son capital humain. Vous nous entendez énormément parler évidemment d'accès au marché, évidemment de business, on a parlé d'internationalisation, on a parlé beaucoup de financement. Évidemment, sans ça, il n'y aura pas de réussite de l'entreprise. Sans client, sans démonstration de la viabilité du produit, sans financement adapté, il n'y aura pas de succès de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ce qui fait la différence, et j'en suis convaincu, ce sont les personnes. La différence entre un projet peut-être, entre un projet normal, voilà, et puis un projet entrepreneurial, la culture entrepreneuriale, elle tient pour moi en un mot qui est très simple, c'est la culture de faire. Je reprends ma casquette entrepreneur parce qu'en fait, le principe de ce genre de webinaire, c'est aussi de pouvoir échanger avec des entrepreneurs. Je suis un entrepreneur, aujourd'hui j'ai un accompagnement, mais je reste un entrepreneur. Un entrepreneur, il est là pour faire. Personne ne doit vous empêcher de faire, personne ne doit vous convaincre que vous ne pouvez pas faire, et vous devez vous accompagner des gens qui vont vous aider à ouvrir les portes et qui vont vous permettre de faire. À choisir l'innovation, on choisit une création qui est encore plus difficile qu'une création d'entreprise classique. Donc, il va y avoir des choses différentes. Il va y avoir différentes manières de se financer. Tamer est un expert, il en a parlé. Et en fait, il va y avoir différentes dynamiques qui vont permettre à un projet d'émerger, donc d'avoir des ressources nécessaires à pousser un projet d'innovation. Il va y avoir un accès au marché qui sera différent. Il va falloir réfléchir différemment à sa stratégie. C'est-à-dire que l'innovation, ça va demander une certaine agressivité d'entrée dans des marchés. Il va falloir se faire sa place au milieu de tout ça. Mais les spécificités des projets innovants, c'est vraiment la capacité en fait à, de manière un peu folle, prendre des risques qui paraissent inconsidérés, mais à savoir les maîtriser et à savoir vivre avec cette épée de Damoclès qui disent que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on parle d'un vrai engagement sur la durée. Hein. On ne réussit pas en lançant un projet et 3 mois après tout roule, c'est pas vrai. On se projette sur quelque chose dans la durée. Donc il faut faire preuve de résilience et il faut surtout être capable de se dire que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on va avoir énormément de choses à prouver pour passer des étapes qui vont être des étapes qui sont des étapes difficiles, compliquées. On va devoir s'entourer des bonnes personnes, on va devoir privilégier l'engagement aux compétences, on va devoir construire autour de soi la bonne dynamique. Mais une startup, c'est juste une PME qui a malheureusement plus de chances d'échouer. Donc en fait, faites mentir ces statistiques. Faites avancer, toquez à la porte, n'ayez peur de rien, ne vous empêchez de rien. Les programmes, ce qui existe dans l'accompagnement aujourd'hui, il est à votre service, vous entrepreneurs.
Alors, je dis ça à Douja, Douja va venir me voir après en me disant « T'es gentil, mais maintenant tout le monde va toquer à ma porte pour que je fasse le boulot. » Mais en fait, c'est vrai, vous êtes entrepreneur, les gens sont à votre service, les programmes d'accompagnement, les accompagnateurs, les plateformes, et voilà, les services statiques, ils sont là pour vous aider, mais c'est à vous de faire et c'est à vous de réussir. Et voilà, je pense qu'il y a d'abord cette culture du doer, cette culture de faire. Je ne sais pas qui parlait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Clara ou Soumaya qui parlait de la Silicon Valley. Enfin, ce qui est frappant dans ces écosystèmes plus matures, dirons-nous, de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est cette culture de la réussite, cette culture de la gagne, cette culture du projet innovant qui est, si je dois échouer, je recommencerai, mais en fait, je vais y arriver. Je ne sais plus exactement qui disait ça. Je crois que c'est Soumaya qui parlait de cette. Ouais, c'était moi, Arnaud. Oui. Voilà, ben exactement, que vous essayez d'approprier et puis de recréer en Tunisie. Et moi, j'y crois énormément. Oui, et qui nous revient droit de la Silicon Valley, d'ailleurs. Donc, si j'ai bien. Enfin, Arnaud, c'est-à-dire que vous voulez dire que l'accélérateur ou l'incubateur, dans ce sens-là, il aide beaucoup plus dans une approche, dans une analyse des risques, dans une approche de gestion, d'anticipation et de gestion de risques, c'est ça? Bien sûr, c'est-à-dire que créer un projet innovant, c'est évidemment faire face à des challenges supplémentaires par rapport à un projet que l'on connaît, dont on maîtrise en fait le fonctionnement. On est obligé de se plonger dans l'inconnu. L'inconnu, c'est synonyme de risque. Et ces risques-là, bah, c'est tout le rôle des accompagnants, des incubateurs, d'aider les sociétés à dérisquer leur activité. Donc oui, bien sûr, il y a énormément de risques qui vont peser dans les premières années, surtout dans les premières phases de développement. C'est pour ça que les accompagnateurs existent, c'est pour ça qu'il est important de trouver les bonnes personnes et de travailler ensemble. Personne, aucun entrepreneur n'a à la fois la casquette de commercial, financier, RH, communicant, opérationnel, technique, et donc il faut savoir s'entourer pour faire ça. Donc la principale différence, c'est ça, c'est que Inès le disait très bien, il y a une culture d'innovation dans les entreprises qui existent. L'entrepreneuriat, c'est une manière de faire de l'innovation. Ce n'est pas la seule manière. D'ailleurs, il y a énormément d'entreprises qui innovent avec d'autres manières. On parlait d'intrapreneuriat. Évidemment, il y a tout un tas de manières d'innover. L'entrepreneuriat en est un. Et il est caractérisé par cette capacité d'un entrepreneur à venir se dépasser, à venir prendre des risques et à venir vouloir réussir, si je puis dire, quasiment contre vents et marées, contre les statistiques qui jouent contre lui. Et ça, c'est important de l'avoir, cette culture entrepreneuriale, c'est la culture de faire. C'est des doueurs, les entrepreneurs. Merci. Avant de passer à Inès, il y a deux questions pour toi, Douja. Alors, je peux te dire que Redinov, il suscite déjà l'intérêt. Donc, on te dit si Redinov rentre dans le capital, c'est-à-dire s'il y a des participations et s'il y a des secteurs qui sont privilégiés ou des secteurs spécifiques. Alors, Douja, the floor is yours. Merci beaucoup pour tous vos messages. Je suis en train de les lire. Merci pour les gentils messages que vous êtes en train de poster. Alors, Red Start, actuellement, ne rentre pas dans le capital. Par contre, on est en train d'animer des réseaux de Business Angel pour qu'il y ait des investisseurs en Business Angel qui rentreront dans des capitales de certaines entreprises. Et puis, pour la question de Zainab, merci Zainab pour ton message. Nous, on n'a pas de secteur fermé complètement, on est ouvert. Comme il a très bien dit Arnaud, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est les entrepreneurs, les hommes et les femmes, les personnes, les équipes, et surtout un projet, quel que soit le secteur, qui soit porteur, qui soit intéressant, qui soit scalable. Il est capable d'aller plus loin et vraiment vers la croissance. Et c'est pour ça qu'on parle d'accélération. D'accord, merci. Alors, et Inès, Arnaud a parlé de l'importance choisir ses partenaires, donc les incubateurs, les accélérateurs, c'est-à-dire les partenaires qui sont dans l'écosystème et externes à la start-up ou la PME. Et tu en as parlé aussi toi tout à l'heure. Moi, je voudrais t'interpeller sur
la manière de choisir, est-ce que ça conditionne également le choix de ces équipes ou de ces collaborateurs quand on veut être innovant? En fait, il y a beaucoup de choses qui conditionnent le choix pour un entrepreneur. Je vais reprendre un peu les notions et ça a été dit par Arnaud. Un entrepreneur, l'entrepreneuriat et un entrepreneur, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est plusieurs compétences en même temps et c'est pour ça que c'est très complexe. Effectivement, les chiffres sont contre l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a des statistiques qui disent que les 3 premières années, c'est dur et que c'est à partir de 5 ans même qu'on commence à respirer. Donc, du coup, il va falloir être préparé à ça. Et le bébé, c'est le projet. Le feu sacré, c'est le projet. Et l'entrepreneur va vivre de ça, de sa passion pour son projet. Et il va aimer carrément, oui, je sais que ça peut être masochiste, va aimer les défis qui vont jalonner tout son parcours, ou du moins les 3 premières années. Il faut être réaliste, mais c'est une magnifique quand même aventure. Et je le dis en tant qu'entrepreneur plusieurs fois, et c'est une raison d'être. Ça donne du sens à tout. Et c'est matin, midi et soir et dans les rêves que le projet est en tête. Du coup, on est seul aussi. On est très seul quand on est entrepreneur. Il va falloir aussi savoir se gérer soi-même, mais avoir aussi un accompagnement par rapport à ça. Avoir un accompagnement par rapport à cette solitude qui existe quand on est entrepreneur. On ne peut pas tout faire, effectivement, on ne peut pas être le RH, le financier, le risk manager, celui qui a une boule de cristal pour voir les tendances, mais on peut aussi choisir ses partenaires et là, c'est critique. Autant il faut faire très attention à comment choisir ses associés quand on est un start-upper ou une PME et d'avoir une complémentarité et non pas une redondance. C'est la même chose aussi par rapport à l'accompagnement, que ce soit un accompagnement de la structure ou un accompagnement, chercher un fournisseur, un expert comptable, un avocat, enfin voilà, les partenaires de toujours ou presque durant l'aventure entrepreneuriale. Et l'innovation va être aussi cette idée de pouvoir créer une équipe interne ou externe, multidisciplinaire, diversifiée, complémentaire, c'est pas évident. Alors le challenge, c'est aussi le complémentaire. C'est pas la redondance, mais la complémentarité autant par rapport au projet que complémentaire par rapport au style et la manière avec laquelle on veut mener notre entreprise, les objectifs, notre vision, il faut qu'elle soit aussi convergente, complémentaire mais convergente. Et c'est ça qui va créer tout le long du chemin de nouvelles idées, une autre manière de faire les choses. Il ne faut pas oublier que l'innovation, c'est le partenaire d'un entrepreneur. Il ne peut pas survivre, il faut qu'on soit concret. S'il n'innove pas tout le long de la chaîne de valeur de son entreprise, il ne pourra pas garantir une pérennité de tout, en fait. Avec, en plus, un environnement externe très changeant, très réactif et très peu, on peut très difficilement prévoir les choses. C'est un état d'esprit, l'innovation. Et cet état d'esprit, doit être toujours alimenté par une remise en question continue. En fait, c'est permanent. C'est un mode de fonctionnement et un mode de gestion où on va toujours aller réfléchir comment je peux faire les choses différemment, tester, échouer, mais retester parce que la deuxième, elle marchera mieux que la première fois où on a essayé quelque chose. Et ça reste encore là d'un parcours et d'un cheminement où il faut être résilient, ça a été dit par Arnaud, persévérant, très combatif aussi. Combatif, c'est pas confronté. Hein. Combatif, c'est-à-dire j'attrape les coups et puis je continue à en chercher d'autres. Et le prochain, je l'anticipe un peu. Donc l'idée ici, c'est ça aussi qui va susciter, en fait, c'est une spirale, l'innovation. À force d'avancer, à force de voir des choses, bonnes ou mauvaises, hein, les meilleurs apprentissages sont les petits échecs. Ça a coupé. Vous m'entendez? Oui. Voilà, ça a repris. Donc, c'est une spirale d'échecs et d'apprentissage qui vont faire qu'on va toujours trouver de l'innovation, une autre manière de faire les choses et un autre accès au marché. Il y a aussi la question, j'entends souvent market access, toujours comme une problématique pour l'entrepreneur, elle n'est pas réellement. C'est-à-dire que de toute façon, si on a la capacité d'accéder à un marché, il sera remis en question de toute façon à partir d'un certain cycle. Et il va falloir trouver de nouvelles manières
soit de rester dans le marché, soit de conquérir d'autres. Et ça, il va falloir être force de proposition. Comment on fait ça? La veille, la remise en question interne du process et comment on fait les choses, être à l'écoute aussi des feedbacks, s'entourer de profils divers pour essayer de tabler sur différents points de vue, différentes manières de faire. Donc, la diversité en âge, en genre, la diversité en background, la diversité de culture. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir être armé pour anticiper les idées. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, fermer les micros? Donc, en fait, voilà, c'est cette création d'un levier de valeur ajoutée avec des personnes, mais aussi des idées et des points de vue. Ça suscite aussi, en fait, c'est un des facteurs qui va créer un effet levier au niveau de l'innovation et d'être toujours à l'affût des idées, mais apprendre aussi des coups, des échecs qui vont peut-être arriver, mais qu'on va utiliser et les transformer en innovation. Et si on s'intéresse toujours à la science, on voit dans l'histoire que les grandes découvertes ont été issues soit d'échecs, soit d'accidents qui ont été transformés par contre. C'est le mindset du chercheur ou le mindset de l'entrepreneur qui va aller transformer cette matière première, peu importe comment elle est, en une occasion, une nouvelle idée ou une nouvelle manière de faire. Donc, il y a cette dynamique qui est importante. Merci. Merci beaucoup, Inès. Donc, Semer, je voudrais que tu nous dises un petit peu comment aider une entreprise, PME ou start-up, à mobiliser un financement alternatif. Merci Sahar pour la question. Si tu permets juste quelques petites remarques par rapport à tout ce qui a été dit. La première, en tout cas, je pense, notamment en Tunisie, on a besoin de faire la promotion de l'échec. C'est probablement la chose la plus importante qui va pousser les gens à entreprendre davantage. Alors, on a peur de l'échec. En tout cas, on a été éduqué dans des sociétés où il faut réussir coûte que coûte et c'est un statut social. Donc, échouer, ce n'est pas permis. Un entrepreneur, comme l'a dit Arnaud, comme a dit tout le monde, le risque d'échec, il est important. Et moi, je le vois aujourd'hui, je reçois plusieurs entrepreneurs, il a le business plan, mais il bouge pas, il fait rien, il a que du papier, il a l'idée, il a fait l'exercice, c'est un exercice scolaire, mais il n'ira jamais concrètement aller commencer à débloquer les choses pour avancer sur ce projet. Donc, c'est bizarre de dire ça, mais la promotion de l'échec poussera certainement les gens à entreprendre davantage. Première chose. Deuxième chose, innovation. L'innovation, c'est un mot très très large. On parle aussi d'innovation sociale qu'on oublie, notamment dans une Tunisie qui vient de voter également le cadre de loi de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a tout un pan de besoins sociaux pour lesquels il faut trouver des solutions. Il y a aussi on a la chance en Tunisie, c'est que beaucoup de choses manquent, ce qui est peut-être vu comme une malédiction pour certains, mais c'est une chance pour les entrepreneurs pour innover, faire des innovations frugales. Il faut juste répondre à tous les besoins. Moi, quand je suis en Tunisie, j'entends toutes les heures quelqu'un qui se plaint de quelque chose parce qu'il manque quelque chose. Ce ne sont que des marchés et des solutions à apporter. Et enfin, on peut aussi, je pense, et notamment grâce au crowdfunding, entreprendre par délégation. Qu'est-ce que ça veut dire entreprendre par délégation? En finançant des entrepreneurs qui ont des idées. C'est aussi une manière de les accompagner et de mettre peut-être pas un pied dans l'entrepreneuriat, mais un petit doigt qui peut-être à force de le faire, on s'y intéresse et on y prend goût et on peut aller plus loin. Et j'espère en tout cas que le crowdfunding permettra à plein d'autres d'investir et d'entreprendre par délégation auprès de tous les entrepreneurs. Enfin, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un entrepreneur puisse lever des fonds via de la finance alternative?
je vais peut-être te surprendre. La réponse, elle est pour tout type de financement, elle n'est pas forcément spécifique au financement alternatif. Un projet, un bon projet qui mérite d'être financé, que ce soit de la finance alternative, je dirais, ou de la finance classique, il devrait trouver preneur. C'est juste les manières de mobiliser les fonds qui peuvent être différents. Donc, pour qu'un entrepreneur puisse lever des fonds, de mon point de vue, il faut qu'à la fois il puisse expliquer, en tout cas, avoir identifié un besoin marché pour lequel il a un produit, pour lequel il a montré ce qu'on appelle souvent le proof of concept, un minimum de solutions, même rudimentaires, pour prouver qu'il a vraiment cette solution peut répondre à un certain aspect de ce besoin, que ce besoin répond à un marché d'une taille assez importante pour faire vivre l'entreprise sur ce marché-là. Bien évidemment, sur ce marché, dispose de clients, on parle de marché, mais surtout un marché qui paye, des clients qui payent, qui sont prêts à payer. Et là, on parle de business model. Pour tout ça, ce que je viens de dire, finalement, c'est l'accompagnement qu'octroient les différents acteurs de l'accompagnement de l'écosystème, qu'ils soient les incubateurs, les accélérateurs ou autres. Et donc, je pense que c'est important que les entrepreneurs fassent cet exercice-là, mais au-delà de faire de l'exercice théorique, l'exercice quasi académique aujourd'hui, il faut aller sur le terrain, il faut dénicher les clients, il faut développer son produit. Malheureusement, dans nos pays aujourd'hui, en tout cas en Tunisie, c'est difficile de financer des gens sur des idées. Donc, s'il n'y a pas un minimum de produits ou de services existants, un proof of concept et un début, ce qu'on appelle de traction, ça veut dire un début de traction commerciale, en tout cas un premier accès de marché, les quelques premiers clients pour montrer que ce produit ou ce service, il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Il me paraît difficile de pouvoir convaincre des investisseurs, qu'ils soient sur des plateformes de crowdfunding ou des business angels ou autres. Et enfin, et c'est probablement un sujet sur lequel un accompagnement devrait faire, en tout cas mettre les bouchées doubles, ce sont les soft skills. On rencontre notamment en Tunisie beaucoup d'entrepreneurs qui sont très bons techniquement, qui maîtrisent, qui sont limite amoureux de leur produit, qui n'arrêtent pas de le peaufiner jour et nuit. Mais en revanche, pour vous expliquer à quoi il sert et en quoi c'est quelque chose d'innovant, il est incapable pour différentes raisons. Hein. Notre système éducatif ne prépare pas à ces soft skills et donc du jour au lendemain, avec tout le travail qu'il doit faire pour développer son produit, il doit en plus évoluer sur ces soft skills, c'est pas évident. La première chose, c'est déjà en prendre compte, en tout cas se rendre compte qu'il faut travailler sur ces aspects-là. Et je pense le rôle de l'écosystème, en tout cas les acteurs de l'écosystème de l'accompagnement, c'est à la fois de pointer ces manques, mais aussi accompagner les entrepreneurs. Je sais que beaucoup de ces acteurs travaillent sur ce qu'on appelle les pitchs ou autres, mais en tout cas, ce sont au moins les premières actions pour permettre à un entrepreneur demain à la fois de convaincre, mais aussi d'inspirer ses investisseurs, d'inspirer ses clients, d'inspirer ses collaborateurs pour qu'ils le suivent et qu'ils puissent développer son activité et sa start-up. J'espère, Sahar, que j'ai répondu à ta question. Oui, bien répondu et c'était très, très intéressant. Alors, Soumaïa, vous êtes en contact avec les start-upers. Quels conseils pourriez-vous leur donner maintenant, aujourd'hui, en fait, pour les impliquer dans une dynamique d'innovation? Merci Sarah pour la question. Donc, juste pour clarifier, de notre côté avec Smart Capital, on n'a pas une relation directe par rapport à l'accompagnement des startups, mais plutôt suite aux instruments qu'on offre, tels que le Startup Act. On a cette relation avec les startups où on est à l'écoute de leurs besoins, etc. Comme ça, on raffine nos propositions pour subvenir à leurs besoins dans ce sens. Mais si j'avais à partager avec les startups, par exemple, réellement aujourd'hui, d'accord, on a à peu près 400 startups qui sont labellisées, qui ont le label du Startup Act.
Et ce qu'on remarque en fait avec nos collègues, avec les retours du collège des startups, etc., qu'on voudrait bien inviter les startups aujourd'hui à penser global. D'accord? Donc, on sent qu'on remarque aussi dans les projets et dans la proposition des projets, ou par exemple ce qu'ils disent sur leur marché, etc., qu'on pense toujours Tunisie. La plupart du temps, je ne dirais pas toujours, mais la plupart du temps, on pense Tunisie. Et là, peut-être, si j'avais à complémenter avec tout ce que les intervenants ont dit qui était très pertinent, c'est de les inviter à penser global. D'accord? Think global from day one. Du coup, on est en Tunisie, un pays très petit, avec un marché, quel que soit de grand, if you're thinking to scale, si on veut être scalable, qui est un critère très important pour une startup pour atteindre ses objectifs, on doit penser global depuis le premier jour. It's possible. Today, on a beaucoup de facilitation avec le Startup Act pour penser global, pour avoir, oui, une filiale en Tunisie, mais qui te facilite pour aller à l'international, pour trouver des investisseurs internationaux, etc. Donc, pourquoi on pense seulement la Tunisie? On peut penser global, on peut penser à d'autres marchés depuis la première journée de notre existence. Ça, c'est vraiment un point qu'on pense qu'il est très important aujourd'hui dans notre écosystème, surtout pour voir nos startups grandir dans ce sens. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point serait une invitation en fait, à lancer des projets qui résout des problématiques. D'accord? On trouve parfois sur une seule thématique 36 000 projets qui font la même chose. Donc, il y a beaucoup de manières qui pourraient être innovantes pour résoudre a pain, pour résoudre un problème sur un marché quelconque ou une industrie quelconque. Donc, là, j'invite à vraiment think outside of the box. Tu vois, si on a un problème, on n'est pas censé répéter tous ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ou que ce n'est pas pertinent, oui, mais peut-être penser outside of the box a little bit more, parce que e-commerce, c'est sympa, mais on pense beyond e-commerce. Enfin, entre amis, je suis transparente, mais on a vraiment besoin de penser outside of the box. Une invitation, vraiment, on est tous des êtres humains qui se nourrissent par le savoir, ou bien qu'ils lisent ou qu'ils regardent, ou une interaction, etc. Donc, n'hésitez pas à avoir des écosystèmes ou des startups ou une industrie qui vous fascinent. Juste aller et essayer de voir qui sont ces personnes qui ont fait des choses, qui ont, comme le disait très bien Inès, qui ont ou bien they failed, ou bien they succeeded, whatever it is, mais des gens qui ont de l'expérience dans l'industrie qui vous intéresse, et peut-être que vous allez être inspiré d'une solution qui est hors du commun, qui est plus pertinente, qui pourrait être innovatrice ou bien sur l'idée ou sur le business model ou autre. Donc, je dirais ces deux points-là, principalement, une invitation à tous les start-upers. Sinon, autre chose, peut-être par rapport à la recherche de l'information. Donc, une chose que j'ai remarquée depuis les 7 mois en Tunisie, enfin, j'étais en Tunisie avant, mais c'est une chose qui me frappe, surtout que je n'ai pas vu l'écosystème depuis 3 ans, l'accès à l'information. Par exemple, moi, j'ai besoin de Douja pour une information. Je vais dire, Douja ne m'a pas appelé pour me dire cette information, ou Douja, elle n'a pas mis sur le website de son programme cela. En fait, si on veut quelque chose, we go and get it. Si tu veux quelque chose, ou bien tu appelles Douja, ou bien tu appelles Arnaud, ou bien tu vois une autre personne qui pourrait te connecter. On s'est habitué, j'ai l'impression, que d'avoir l'information facile ou le service facile ou tout sur un plat. On est très en fait gâté en Tunisie. Hein. Le Startup Act n'existe partout dans le monde. J'ai pas vu un système comme le Startup Act qui est aussi avantageux aux startups. Une bourse, etc. C'est vraiment top. Donc vraiment, il faut aller et rechercher ce qu'on veut et être proactif et ne pas dire Startup Act ne m'a pas fait ça, Red Stars ne m'a pas fait ça, tel programme ne m'a pas... En fait, non, tu veux quelque chose, va la chercher parce que tu es entrepreneur, comme le disait très bien Arnaud, et you're the doer. Donc, on est là pour faciliter, mais c'est toi le cœur de l'action et c'est toi qui prends les choses en main. Si tu penses autrement, tu vas perdre du temps. That's my own opinion par rapport à ça.
Je pense que je m'arrête là pour aujourd'hui. D'accord. Merci Soumaya. Merci Soumaya. Merci à tous les intervenants. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir? Il lève la main, enfin, de ceux qui nous écoutent, de ceux et celles qui nous écoutent. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question, il peut lever la main. Donc, l'animateur lui donnera l'accès. Donc, un petit peu, moi, pour réagir à une question qui vient d'être posée, on vous dit par quel mécanisme donc, vous aidez les startups à penser global, c'est-à-dire un petit peu, pour vous, c'est le choix dès le départ du service ou du produit que le start-upper va offrir. Il faut qu'il soit scalable dès la conception, c'est ça? Exactement, c'est ça. Parce que l'idée derrière une startup, au final, vous donnez toute cette peine pour créer something innovative, etc., pour que vous puissiez réussir énormément. C'est ça l'idée d'une startup, au final. Ouais, to be able to have an exit ou un IPO ou exponentielle. Voilà, donc l'idée, c'est d'être scalable. Pour être scalable, tu as besoin, c'est possible de ne pas, mais pour avoir plus de chances d'être scalable, peut-être c'est intéressant vraiment de penser global. Je pense qu'il y a une question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment penser global. On n'a pas le choix dans un pays aussi petit que la Tunisie. Il vaut mieux, depuis le départ, quand on conçoit son produit, moi j'ai toujours dit aux entrepreneurs, la Tunisie c'est un marché de test. C'est un marché très difficile, c'est un marché test. Mais il ne faudrait pas penser à rester toute sa vie, sinon la scalability, pour grandir, ça va être très difficile. Donc, je partage complètement l'avis de Soumaya. Il faut vraiment, dès le départ, réfléchir à aller à l'international après quelques temps. D'accord. Et Redinov, elle peut aider en ce sens, Douja. Hein? C'est ça, en fait. On a toujours pensé qu'il faudrait que quand on conçoit un projet, il faut réfléchir à aller loin dès le départ, depuis le début. Ouais. D'accord. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre webinaire. Donc, je voudrais vous remercier tous pour ces échanges riches. Je pense que vous avez bien fait le job, si je résume un petit peu, pour contredire un petit peu le chiffre que j'ai donné dans l'introduction et pour que finalement que l'investissement porte ses fruits en termes d'innovation, si je résume, il faudrait parler plus d'entrepreneuriat et vulgariser. Il faut promouvoir l'échec. Et donc là, je pense que nous, médias, on a du boulot là-dedans. Il faudrait être ouvert à son écosystème, donc être dans une logique de partenariat, de collaboration, de partage d'informations, comme a dit Soumaya tout à l'heure. Il faut favoriser un petit peu le network et la connectivité avec les autres parties liées de cet écosystème-là. Et évidemment, c'est-à-dire que chercher des partenaires qui sont complémentaires, chercher des profils, comme a dit Inès, qui sont un petit peu différents ou atypiques, qui peuvent nous donner, qui peuvent être propositions de valeur et d'idées, être dans un mindset tout le temps de remise en cause, de penser d'une manière différente et toujours en ayant en point de mire le marché international, pensée globale. Donc, et c'est bien sûr un clin d'œil à
le financement, aller tester des financements qui sont pas conventionnels et qui sont beaucoup plus adaptés à la nature de ces entreprises-là. Voilà, je pense que ça a tourné autour de tout ça. Il y a pas mal de propositions fort intéressantes. Je vous remercie pour la disponibilité, pour l'effort, pour l'échange. Je remercie beaucoup Douja pour avoir organisé et qui suscite un petit peu le débat autour de questions intéressantes et constructives. Beaucoup de succès et de chance à Red Innov et à Red Start et que tu agis encore et encore, Douja. Merci à tous. Merci, Douja. Merci à tous. Merci à toi, Sahar, pour la modération. Merci à tous nos speakers. Merci pour toutes vos contributions et à très bientôt. Bye. Très Merci. bien, merci. Au revoir. J'ai une petite question. Pourra-on avoir l'enregistrement du webinaire? Oui, on va la voir. Je ne sais pas comment on va faire, mais peut-être on va vous l'envoyer. C'est sur la page. C'est sur la page que je pense. Douja, non? Quelle page? C'est sur la page Facebook. Oui. Super, parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, salut Arnaud, merci.